Annoncé pour être réceptionné le 30 octobre dernier, le deuxième échangeur de la ville de Niamey n'est toujours pas opérationnel. Les travaux se poursuivent. En visite ce matin sur le chantier, le chef de l'État a donné à l'entreprise en charge jusqu'à la fin du mois en cours pour le finir. On en parle au tout début de cette édition. Et puis l'aide publique de l'État aux médias privés au titre de l'année 2014 s'élevant à 200 millions de francs CFA a été reparti. Le comité mis en place pour ce faire a donné ce matin les conclusions de ces travaux. Précision également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Retenez d'abord que vous pourrez suivre à la fin de cette édition un entretien téléphonique accordé à la télévision Labari par le journaliste nigérien Sidik Abba qui se trouve en France. Il occupe actuellement le poste de rédacteur en chef du site d'information Monde Afrique. L'entretien a porté sur la situation politique et sécuritaire au Niger à quelques mois des élections générales de 2016. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Le chef de l'État Issoufou Mahamadou était donc ce matin sur le chantier de construction du deuxième échangeur de la ville de Niamey. Le chef de l'État, juste un mois après s'être rendu sur le chantier, est donc retourné pour voir l'état d'avancement des travaux. Un état qui le satisfait malgré que le délai prévu pour réceptionner cet ouvrage a été dépassé. Le chef de l'État a encore donné un mois à l'entreprise en charge de la construction de cet échangeur pour finir les travaux. On fait le point avec nos reporters Ibrahim Abdou et Sidikou Ousmane. Les travaux de construction de l'échangeur de la place des Martyrs et de ses voies d'accès. Le président de la République y veille personnellement, d'où sa deuxième visite pour constater de visu le niveau d'exécution de ces travaux. Un taux d'exécution qui, ajouté aux explications reçues sur le terrain, le conforte quant à l'imminence de la fin des travaux. Par rapport au 4 septembre, je constate qu'il y a eu beaucoup d'avancement au niveau du chantier, mais j'ai demandé à l'entreprise d'accélérer encore la cadence, de mettre davantage d'équipes afin que ce chantier se termine fin novembre, parce que il faut nécessairement que ce chantier soit terminé pour qu'on puisse lancer dans de meilleures conditions le troisième échangeur, l'échangeur Diori Hamani. Sinon, si on doit lancer le troisième échangeur alors que cet échangeur est en cours d'exécution, ça va bloquer totalement la circulation dans la ville de Niamey. C'est pour cela qu'on met la pression sur l'entreprise afin qu'elle termine rapidement ce chantier pour que l'autre entreprise commence les travaux de l'échangeur Diori. Je constate néanmoins que le chantier avance normalement, mais il y a lieu de prendre disposition pour que le travail soit intensifié. Par rapport à l'échangeur proprement dit, le taux d'exécution, je crois, est autour de 84%, 85%. Vous voyez donc, on n'est pas loin de la finition de cet ouvrage, et je fonde l'espoir que pour un chantier comme ça, un décalage d'un mois, c'est pas catastrophique. Donc, on aura là un décalage d'un mois par rapport aux promesses qui nous ont été faites par l'entreprise le 4 septembre. Lesquels travaux pour être réceptionnés et fin prêts bénéficieront d'ailleurs d'une rallonge d'un mois et aussitôt l'entame des travaux du troisième échangeur Diori Hamani. D'un montant de 200 millions de francs CFA, l'aide publique de l'État aux médias privés au titre de l'année 2014 a été repartie. Le comité mis en place à cet effet par le Conseil supérieur de la communication a rendu public ce matin les conclusions de ces travaux. Aboubakar Souley et Nafissa Adamou Sirfo. C'est un montant de 200 millions de francs d'aide à la presse qui a été dispatché aux différentes entreprises privées de la presse pour l'année 2014. Ainsi, sur les 43 requêtes, 42 ont été jugées recevables par le groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse, à savoir 11 dossiers pour la radio, 10 au niveau de la télévision et 21 dossiers pour les différents journaux de la presse écrite. Dans la catégorie des quotidiens, le premier c'est l'enquêteur. Il se retrouve avec une note de 14,8. Dans la catégorie bi-hebdomadaire, le premier c'est l'événement, il est seul. Il se retrouve avec une note de 21,5. Dans la catégorie bimensuelle, nous avons deux titres. Le premier c'est le capital, qui se retrouve avec une note de 20,7. Dans la catégorie des hebdomadaires, le premier c'est la griffe, qui se retrouve avec une note de 29,04. Dans la catégorie radio, le premier c'est Nia FM, qui se retrouve
avec une note de 27,73. La troisième catégorie, c'est la catégorie des télévisions. Elle, nous lui avons alloué une enveloppe de 115 millions de francs CFA. Premier, Ténéré, avec une note de 30,65. Cette répartition du fonds d'aide à la presse s'est basée sur un certain nombre de critères déclinés par le groupe de travail. D'abord, être constitué en société de droit nigérien avec un NIF et un RCCM. Avoir un récépissé de déclaration de parution. Avoir comme directeur de publication un journaliste professionnel détenteur d'un contrat de travail et de la carte de presse. Employer en majorité des journalistes de nationalité nigérienne. Faire régulièrement le dépôt légal auprès du parquet, des archives nationales, du CSC et du ministère en charge de la communication. Avoir une attestation de régularité fiscale ARF, avoir un siège permanent et fonctionnel, assurer à son personnel la protection sociale légale, CNSS, adhérer à la convention collective des travailleurs de la presse, justifier le fonds d'aide à la presse de l'année précédente pour celui qui en a bénéficié. Au terme donc de ces travaux, le groupe a fait un certain nombre de constats et relevé certaines difficultés. Il a ensuite formulé plusieurs recommandations relatives à l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes dans les différentes entreprises privées de la presse. Un programme conjoint entre le Niger et différents organismes internationaux pour accélérer l'autonomisation économique des femmes rurales au Niger, bien sûr, a été lancé ce matin à Dosso au cours d'un atelier présidé par le ministre en charge de l'agriculture, comme nous le rapportent nos envoyés spéciaux Sadou Doumi et Nafissa Zakou. Le présent atelier marque le lancement des activités de la phase pilote du programme conjoint accélérer l'autonomisation économique des femmes rurales au Niger, fruit d'un partenariat entre le FAO, le FIDA, le PAM et l'ONIFAM. On doit partir de la plus-value de chaque agence, du mandat de chaque agence pour donner une réponse intégrée aux problèmes des femmes rurales. Donc c'est un programme qui va avoir 4 résultats principaux. Un, c'est lié donc à la sécurité alimentaire des femmes. Un, c'est l'accès aux revenus. C'est aussi la participation, la leadership des femmes rurales dans leur commune et dans leur village, donc au niveau local, et aussi on vise à créer un environnement qui soit plus sensible au genre au niveau du gouvernement. C'est pour ça qu'on a choisi le Niger, qui notamment est un pays où le gouvernement est très ouvert à justement des initiatives qui visent à améliorer la condition des femmes. Lancé depuis novembre 2012, le programme vise plusieurs objectifs. D'améliorer les conditions de vie et de renforcer les droits des femmes rurales dans le contexte du développement durable. D'abord en contribuant au renforcement du leadership féminin, ensuite en améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle et enfin en contribuant à l'accroissement des revenus des femmes rurales pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. C'est le ministre de l'Agriculture qui a officiellement lancé les activités de ce programme. Il a réaffirmé l'engagement de son ministère d'accompagner les partenaires du programme. Le Niger est totalement engagé à mettre en œuvre des politiques et programmes susceptibles de promouvoir un développement qui est non seulement soutenu, mais aussi équitable. C'est ainsi qu'il est mis en œuvre le programme de développement économique et social 2012-2015, dans lequel un des 5 axes, l'initiative 3e, les Nigériens nourrissent les Nigériens, projette d'intensifier et de diversifier les productions agricoles de manière à accroître la disponibilité alimentaire et de renforcer la résilience des populations face aux crises alimentaires et nutritionnelles. Au total, 175 000 personnes bénéficieront de ce programme, notamment des femmes de Falwal et Sakorbe dans la région de Dosso et Jiratawa et Gidan Amoumoun dans celle de Maradi. Un film documentaire de 6 minutes sur les projets réalisés et les perspectives pour 2015 a été projeté.
Voilà quelques nouvelles hors de chez nous avant l'entretien que nous a accordé Sédik Abba. En République démocratique du Congo, 72 enfants adoptés par des couples étrangers vont bientôt quitter le pays. C'est une première, en effet, depuis 2 années que ces enfants sont adoptés par ces couples étrangers. Ils sont toujours en République démocratique du Congo, alors que pour la plupart d'entre eux, leurs parents se trouvent à l'étranger. Suivons ce récit. Une famille heureuse, mais pas encore au complet. Voilà 1 an et demi que Krista a quitté sa vie américaine pour Kinshasa pour être aux côtés de ses 2 enfants, adoptés en décembre 2013. Leur père, lui, a dû rester aux États-Unis afin de subvenir à leurs besoins. Nous avons eu besoin de parler de beaucoup de choses, car nous sommes une famille. J'ai essayé de leur expliquer notre situation. Maintenant, ils savent parfaitement pourquoi papa vit et travaille là-bas, alors que nous sommes ici. Comme tant d'autres, les enfants de Krista sont bloqués en RDC. Les autorités ne leur accordent pas de visa de sortie et cela dure depuis plus de 2 ans. Officiellement, pour mieux lutter contre le trafic d'enfants. J'admire le fait que le gouvernement veuille protéger les enfants, car il n'y a rien de plus important. Mais les enfants méritent aussi d'être avec leur famille. Ils devraient connaître l'amour que mes enfants connaissent parce que je suis ici avec eux. À son arrivée au Congo, c'est dans cette maison d'accueil que cette Américaine a vécu ses premiers mois. Depuis, elle revient régulièrement voir les pensionnaires. Un lien unique s'est noué entre eux. Bonjour les enfants! Mais tous n'ont pas la chance de voir leurs parents adoptifs au quotidien. Comme dans cet orphelinat, de nombreux enfants adoptés restent coincés et vivent dans une attente insoutenable. Première lueur depuis longtemps, le gouvernement congolais vient d'accorder la sortie du territoire à une 60aine d'enfants, mais plus de 1200 autres attendent toujours de rejoindre leur famille adoptive. Karim Benzema, l'attaquant du Real de Madrid et de l'équipe de France, est en garde à vue depuis ce matin. Il est interrogé dans le cadre d'une affaire de chantage présumée contre un de ses coéquipiers de l'équipe de France, Mathieu Valbuena. Capuche sur la tête, cette star française du football réussit à esquiver les caméras. Tout de blanc vêtu, Karim Benzema joue sa réputation en pénétrant dans les locaux de la police vers 9h du matin. L'attaquant des Bleus et du Real Madrid n'en ressort pas. Il est placé en garde à vue dans une affaire sulfureuse. Un chantage présumé concernant une vidéo de sexe dont la victime n'est autre que son coéquipier de l'équipe de France, Mathieu Valbuena. Un nouveau scandale pour les Bleus depuis le fiasco d'Afrique du Sud. Tout a commencé en juin dernier. En pleine préparation avec la sélection nationale, Valbuena reçoit plusieurs appels d'un maître chanteur qui détient une vidéo de ses ébats supposés avec une femme filmée sur son ancien téléphone portable. Valbuena refuse de payer et porte plainte. Quelques mois plus tard, 3 hommes sont mis en examen et placés en détention provisoire. Ils gravitent dans l'entourage de plusieurs footballeurs français, dont Djibril Cissé, ex-coéquipier de Valbuena, entendu par la police et libéré 12 heures après. C'est au tour de Karim Benzema de répondre aux enquêteurs sur un épisode qui s'est joué lors d'un rassemblement des Bleus à Clairefontaine. Le 5 octobre, Benzema évoque avec Valbuena l'existence de la vidéo érotique. Reste à savoir à quelle fin, dans ce présumé chantage à 150 000 €, c'est-à-dire presque rien, en comparaison des millions annuels touchés par ces footballeurs vedettes. Voici donc à présent l'entretien qu'a accordé au téléphone Sédik Abba, journaliste nigérien, rédacteur en chef du site d'information Monde Afrique. Un entretien qui porte sur la situation politique et sécuritaire au Niger à quelques mois seulement des élections générales de 2016. Il est au téléphone avec Hassan Saleh Mustafa. Très bonne réception. Le Monde Afrique est un site d'information et d'investigation qui a été créé par le journaliste Nicolas Beau. Donc ce site a fonctionné pendant précisément 14 mois et à un certain moment de son développement, il a estimé qu'il fallait un journaliste qui connaît bien les problématiques africaines, qui a une expérience, qui est connu et reconnu sur la place parisienne et les recherches de Nicolas Beau se sont dirigées vers moi. Donc ce site Monde Afrique est un site dont Nicolas Beau est le fondateur et le propriétaire. Il n'y a pas, comme il a été dit au Niger, il n'y a aucun sous de Hama Amadou
puisque j'ai pu voir qu'ici et là, il est écrit que Hama Amadou serait actionnaire de ce journal. Donc, je demande formellement que Hama soit dans ce journal. Effectivement, est-ce que vous avez des relations ultimes avec Hama Amadou? Moi, je n'ai aucune relation personnelle avec Hama Amadou. J'ai vu Hama Amadou depuis qu'il est en exil en France. Je l'ai rencontré à l'occasion d'une interview. Donc, je n'ai aucune proximité personnelle avec Hama Amadou. Même au temps où Hama Amadou était dans l'actuelle majorité, moi, je n'avais pas de relation personnelle avec lui. Donc, il est complètement faux de me prêter une certaine proximité avec Hama Amadou. De plus en plus, vous aussi, vous êtes sollicité par les médias français, notamment sur les questions africaines. Qu'est-ce qui explique ce regain d'intérêt sur votre personne par rapport à ce qui se passe sur le continent? Quand j'étais à la FANA, je couvrais l'ensemble des 54 pays africains. Ça m'a donné une certaine expertise sur le continent africain. Par la suite, moi-même, j'ai essayé d'améliorer cette expertise sur le continent africain. J'ai publié des livres, comme vous savez. Quand vous passez sur une antenne et que vous faites une prestation qui est bien accueillie, qui est jugée acceptable par les médias qui vous invitent, ça suscite aussi de l'intérêt de la part des autres médias. Beaucoup de nos compatriotes qui m'ont écouté sur RFI m'ont entendu faire donner un certain nombre d'explications. Je ne suis ni un agent du Niger, ni un agent de la France, ni un agent de la France et du Niger. Parce que j'ai vu même une déclaration quasi officielle disant que j'étais un ancien cadre de la DGSE. Il n'en est absolument rien. Et j'ai appris ici aussi en France que non, on surveille Sidi Kaba parce qu'il serait un collaborateur des services de renseignement nigériens. Pour travailler pour le Niger, soit je le fais par nationalisme, soit je le fais par intérêt. Oui, c'est dit que dans quelques mois, le Niger va organiser des élections générales, précisément en 2016. Comment vous observez l'évolution du processus électoral actuellement en cours au Niger? Je vais faire une réponse à double détente. D'abord, en tant que citoyen du Niger, je suis un peu préoccupé par la crispation parce que j'ai le sentiment qu'à mesure que l'on s'approche de cette élection, il y a une sorte de crispation, il y a de contentieux entre le pouvoir et l'opposition, notamment concernant le fichier électoral. Je pense que pour ceux qui sont soucieux de la démocratie nigérienne, il faut que les gens continuent à travailler pour que nous arrivions à un scrutin apaisé, qu'il n'y ait pas de tension pré- ou post-électoral. Ça, c'est la réponse du citoyen nigérien. Maintenant, en tant qu'analyste, j'observe que il y a eu quand même quelques consultations électorales ces derniers temps. Malheureusement, ces élections n'ont pas totalement obéi aux normes. On n'est pas allé dans des conditions consensuelles aux élections et il faut qu'au Niger, au moins, on aille vraiment vers un scrutin. Ces scrutins interviendront dans un contexte sécuritaire un peu tendu dans l'est du Niger, notamment dans la région de Difa. Comment vous voyez le lien avec ces deux événements? Ce qu'il faut redouter, c'est qu'à l'occasion des scrutins, que Boko Haram puisse faire justement des attentats kamikazes. Donc, de ce point de vue, il y a des mesures sécuritaires, heureusement, qui sont déjà prises, qu'il va falloir renforcer à l'occasion du prochain scrutin présidentiel. Ça, c'est d'un côté. Pour cette raison, d'ailleurs, il faut éviter qu'il y ait une crise dans la préparation ou dans l'organisation des opérations électorales parce que ça viendrait s'ajouter déjà aux défis sécuritaires que le pays connaît. Il serait bon que l'ensemble des acteurs, à la fois le pouvoir et l'opposition, fassent preuve de retenue pour éviter que le pays ne connaisse des difficultés.